Ça, c'est une puce électronique. Et notre monde entier dépend de cette chose. En vrai, laissez-moi vous montrer. Bon, déjà là-dedans, il y a une puce électronique. Là-dedans aussi, il y a une puce électronique. Là aussi, il y a des puces électroniques, ça c'est sûr. Là aussi, il y a des puces électroniques. Les puces électroniques sont partout. On peut pas y échapper en fait. Là-dedans aussi, il y a des puces électroniques. Aussi dans les fours. Ici, ici, sur les répéteurs Wi-Fi. Et même dans les micros. Je suis trop gênant. Et même la caméra avec laquelle je filme, eh ben, il y a des puces dedans. Bon, vous l'aurez compris, tout ce qui contient d'électronique un petit peu intelligente, il y a des semi-conducteurs dedans. Et si je vous disais que la grande majorité des objets du quotidien qu'on utilise dépendent de l'île sur laquelle je me trouve actuellement? Taïwan. Aujourd'hui, 60% des puces présentes dans le monde proviennent d'ici. Et parmi elles, 90% des puces les plus puissantes présentes dans les ordinateurs et les smartphones sont fabriquées par TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. As many of you know, we work with TSMC to manufacture the chips that help power our products all over the world. There's basically Air and TSMC. Le monde entier dépend des semi-conducteurs et donc de Taïwan. Souvenez-vous, pendant le Covid, avec la pénurie des puces, le monde tournait au ralenti. Eh bien, sachez que ça pourrait de nouveau arriver. Les manœuvres militaires de la Chine autour de Taïwan. 71 avions de chasse, 25 navires de guerre, l'avertissement de la Chine à Taïwan est clair, l'île est à elle. En quelques années, Taïwan est devenu l'un des endroits les plus stratégiques de la planète, à tel point qu'elle a des alliés de taille qui seraient prêts à tout pour la défendre en cas d'agression. We are prepared to do what the Department of Defense does best to fight and win decisively. Avec RTBF XP, on a voulu comprendre comment Taïwan est devenue la capitale mondiale de la technologie. On s'est demandé comment cette petite île, à peine visible sur une carte, a pris autant d'importance, et s'il était possible pour d'autres pays de rattraper cette avance. Alors on est allé sur place pour voir, pour comprendre, et pour vous expliquer pourquoi Taïwan est l'île qui contrôle le monde. Pour comprendre comment Taïwan est devenu le géant qu'il est, il faut remonter dans les années 60. À cette époque, un ordinateur, c'est ça. Une grosse machine avec des fils dans tous les sens utilisés pour faire des calculs complexes. Mais en vrai, c'est pas très efficace et pas vraiment pratique. Du coup, vers 1960, il y a deux Américains qui se sont dit qu'on pouvait remplacer ces fils par des transistors qui, en gros, laisseraient passer ou non un signal électrique de manière ultra précise. Mais le problème des transistors, c'est que c'est gros et imposant. Et c'est alors que rentre en jeu un matériau appelé le silicium. Le silicium, c'est un métal que l'on trouve en abondance dans la croûte terrestre. C'est un très mauvais conducteur d'électricité. Mais si on le dope avec d'autres éléments, ça conduit l'électricité ultra efficacement. C'est ce qu'on appelle un semi-conducteur. Semi-conducteur, c'est un terme physique. Lui, c'est Pascal Viau. Il est PDG d'une boîte de consultance à Taïwan et c'est un expert en semi-conducteurs. C'est une catégorie de matériaux qui en fait ont la capacité de laisser passer le courant ou pas. Et en fonction de ce qu'on lui applique comme contrainte, il va laisser passer le courant ou le bloquer. Et ça permet de faire quelque chose de très simple et marrant. C'est de dire je peux simuler un 0 et un 1. C'est comme un interrupteur en fait. On peut faire fondre le silicium sous forme de cylindre de 30 cm de diamètre et on va le couper en fines galettes de quelques millimètres d'épaisseur que l'on appelle un wafer. En y appliquant chimiquement du phosphore et du bore, on conduit différemment l'électricité et on arrive à égraver directement un transistor sur chaque plaque de silicium. Et en gravant des milliards de ces transistors, on obtient une puce électronique. Au plus les transistors sont petits, au plus il y en a sur une même surface et ils deviennent alors de plus en plus efficaces. C'est alors qu'a commencé une véritable course à la miniaturisation. It's a piece of silicon into which have been built all of the necessary components to perform an electronic function. Au début, c'était les États-Unis qui remportaient cette course et d'année en année, ils arrivaient à mettre de plus en plus de transistors sur ce morceau de silicium. Et d'ailleurs, petite anecdote, ces entreprises s'enrichissaient tellement grâce au silicium qu'ils ont fini par nommer leur localisation d'après ce matériau, vous l'aurez deviné, la Silicon Valley. 30 miles south of San Francisco lies Silicon Valley, the epicenter of a high-tech industrial revolution. En parallèle, dans les années 1970-1980, le Japon est devenu un acteur majeur de l'industrie mondiale des semi-conducteurs, notamment dans la production des mémoires DRAM. Mais les entreprises japonaises étaient accusées de pratiques de dumping, vendant des puces à des prix inférieurs à leur coût de production sur le marché américain, tout en maintenant des prix élevés au Japon. Et ça plaisait pas vraiment aux États-Unis. Tout ça les a conduits à des tensions commerciales entre les États-Unis et le Japon, et les Américains ont fini en 1983 par imposer des droits de douane exorbitants sur les puces japonaises. In certain select cases, like the Japanese semiconductors, we've taken steps to stop unfair practices against American products.
Du déjà vu? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. China, 67%, that's tariff. Mais Taïwan dans tout ça, eh bien on y arrive. Pendant ce temps, Taïwan a profité de ces tensions entre le Japon et les États-Unis pour adopter une stratégie de développement dans l'industrie des semi-conducteurs. En 1973, le gouvernement taïwanais créait l'ITRI, un institut de recherche technologique pour apprendre des entreprises étrangères et développer ses propres compétences. Et en 1980, l'ITRI fonde UMC, la première fab, ou fonderie de semi-conducteurs taïwanaise, installée à quelques kilomètres d'ici, au Hsinchu Science Park. Pendant plusieurs années, UMC produit des circuits conçus sur place ou à la suite de commandes, notamment pour des montres électroniques ou des téléphones. Mais après 1984, la demande chute, le marché est saturé, la concurrence venue de Corée se renforce et le prix des puces s'effondre. Produire ces circuits devient de moins en moins rentable. UMC décide alors de se concentrer sur la fabrication des wafers. Taïwan doit alors trouver une solution pour continuer le développement des semi-conducteurs et c'est à ce moment-là qu'intervient un certain Maurice Chang. I had already been the head of the largest semiconductor operation business in the world in 1985. C'est un homme d'affaires qui a fait toutes ses études et son début de carrière aux États-Unis, notamment chez Texas Instruments. Oui, ceux qui font les calculatrices. Il remarque que les usines japonaises de Texas Instruments forment mieux leurs employés et gardent leur personnel plus longtemps qu'aux États-Unis. Il en a conclu que l'avenir de la fabrication de pointe semblait se trouver en Asie. En 1985, le gouvernement taïwanais invite donc Maurice Chang à diriger l'ITRI et à accélérer le développement de l'industrie locale des semi-conducteurs. I occupy perhaps the height of the industry and looked at all the available routes, and there wasn't really any for a newcomer to compete. So I had to figure out a new road, and the new road was this new business model. Il va donc créer la fameuse entreprise TSMC. Il se base sur un modèle économique très simple mais très efficace, le Pure Play Foundry. Now everybody thinks that it was a pretty clever idea, but at the time it was really a solution that was looking for a problem. En gros, le Pure Play Foundry, c'est une manière de sous-traiter le développement et la fabrication des puces pour des clients externes. Par exemple, Nvidia, une entreprise américaine, développe le plan des circuits, TSMC les fabrique et Nvidia les revend ensuite en les carrossant dans une carte graphique. The problem happened pretty quickly in the early 90s, and I think that our existence helped to accelerate the formation of a lot of fabless companies. En se concentrant exclusivement sur la fabrication des puces pour ses clients, sans concevoir ses propres produits, TSMC a su rester à la pointe en investissant que sur les innovations technologiques. Cela leur a permis de devenir un acteur majeur de l'industrie des semi-conducteurs en produisant des puces pour des entreprises dites fabless, c'est-à-dire sans fab, telles qu'Apple, Qualcomm et Nvidia, contrairement à Intel ou Samsung qui dépensent à la fois dans la recherche et développement et la fabrication des puces. NVIDIA today wouldn't be here, nor the other 1,000 fabless semiconductor companies wouldn't be here if not for the pioneering work that TSMC did. Aujourd'hui, c'est grâce à TSMC que Taïwan s'est construit sa réputation dans le monde de la tech, en arrivant à graver des transistors de plus en plus petits, atteignant aujourd'hui une précision de 2 nanomètres, soit plus petit qu'un brin d'ADN, je ne sais pas si vous en rendez compte. Mais bon, on est 40 ans après le début de TSMC. Et il n'y a pas que eux qui savent faire des puces électroniques. Mais par contre, ce sont les seuls à produire les puces ultra puissantes qui sont dans les téléphones et ordinateurs ultra haut de gamme, qui peuvent entre autres calculer de l'intelligence artificielle. Mais comment ça se fait que d'autres pays n'aient pas rattrapé Taïwan? Ça devrait pas être si compliqué, non? Alors en gros, pour fabriquer une puce électronique, il faut graver des transistors à l'échelle nanométrique chaque transistor sur un substrat de silicium bidimensionnel composé de 3 régions. À l'ultraviolet projeté à travers un masque pour graver des contours sur la surface unique et de la planarisation chimico-mécanique. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec notre puce électronique. Bon, ok, c'est peut-être quand même un petit peu complexe, mais on va vulgariser tout ça pour comprendre pourquoi l'expertise de Taïwan est vraiment unique dans la fabrication des puces électroniques. En clair, on part de ce wafer, sur lequel on construit le processeur couche après couche. On ajoute des matériaux qu'on va fixer grâce à de la photolithographie.
En gros, une lumière ultraviolet projetée à travers un masque pour graver des motifs sur la surface du wafer. Ensuite, on enlève les excédents, on repolit par derrière et on répète cela sur plusieurs centaines d'étapes. Bon, pour les experts en commentaire, je sais qu'il y a plein d'autres étapes, mais je vous rappelle qu'on essaye de vulgariser un maximum. Imaginez la création d'un gâteau de 80 étages de haut, où chaque étage aurait une forme unique. Pour réaliser ce gâteau, il faudrait suivre une recette de 940 étapes qui prendrait 3 mois à compléter et inclurait des centaines d'ingrédients exotiques. Et si n'importe quelle mesure, temps de cuisson ou température était décalée de plus de 1%, alors l'entièreté du gâteau serait ratée. C'est exactement ce à quoi ressemble la fabrication d'une puce électronique. Pour vous dire, la photolithographie se fait avec ces énormes machines qui comportent des miroirs ultra plats. Et la lumière, elle doit être tellement précise qu'on dit que ces machines pourraient viser une balle de ping-pong sur la Lune. Bref, comme je disais, chaque couche est déposée, exposée, gravée, nettoyée, repolie, et on répète cela des centaines de fois dans un processus qui prend des mois. Et un seul faux pas, une lumière trop forte, un miroir mal placé ou une poussière qui rentre dans l'usine, et c'est tout le wafer qui part à la poubelle. C'est des milliers d'étapes, c'est d'autres éléments qu'on vient intégrer. Il faut à la fois le graver, il faut le packager, c'est-à-dire en fait le protéger mécaniquement, thermiquement, électriquement, et il faut le tester bien évidemment pour que ça marche. Vous comprenez maintenant pourquoi depuis tout à l'heure, quand on parle de fab, on voit ces pièces ultra sécurisées avec des techniciens qui ont l'air de pratiquer des chirurgies à cœur ouvert. Elles sont aussi dans des environnements hyper fermés et hyper contrôlés, tant au niveau de l'humidité et la qualité de l'air que dans ceux qui rentrent dedans. C'est un travail, un vrai savoir-faire industriel qui s'est affiné et qui s'est transmis en fait au sein des entreprises comme TSMC mais aussi des autres. Taïwan est vraiment le champion du moment où ce wafer rentre en fait dans une usine. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où on va faire toute la gravure, tout ce qui va faire l'intelligence de la puce. Une fois le wafer complètement gravé, on se retrouve avec ceci. On va le tester et le découper en dizaines, centaines, voire milliers de puces individuelles, prêtes à être montées sur des cartes électroniques. Aujourd'hui, la plupart des entreprises savent faire des puces dites matures, c'est-à-dire dont la taille des transistors fait à peine 28 nanomètres. Mais certaines entreprises comme Samsung ou TSMC arrivent à aller encore plus loin et créer des puces en dessous de 7 nanomètres, donc qui contiennent plus de 100 millions de transistors par millimètre carré, soit plusieurs milliards de transistors sur les plus petites puces de téléphone. Elles sont principalement destinées aux intelligences artificielles, aux smartphones haut de gamme et aux nouvelles générations de processeurs. Et TSMC va encore plus loin, en fabriquant des puces avec des transistors de 2 nanomètres. Cette course au nanomètre, cette course au nœud, on parle de node technologique, c'est vraiment pour miniaturiser. Plus c'est petit, plus on va pouvoir densifier dans un espace de la puissance de calcul d'un GPU, d'un CPU ou d'un NPU maintenant. Comme on l'a vu, plus les transistors sont petits, plus les puces sont puissantes et plus leur fabrication demande une précision et un savoir-faire incroyable. Et c'est justement cette expertise que Taïwan a développée au fil des années. Aucun autre pays n'a encore réussi à égaler son avance et Taïwan s'est imposé comme un acteur incontournable sur la scène technologique mondiale. Et on peut le dire, l'industrie des semi-conducteurs a totalement refaçonné l'économie taïwanaise, pas seulement en termes de semi-conducteurs. Dans les années 1970, l'île vivait essentiellement du textile et de la pétrochimie. Et en voyant l'essor des ordinateurs, certains industriels du plastique et du métal ont flairé l'opportunité et ont commencé à fabriquer les châssis et les boîtiers pour cartes mères. Les premiers qui ont se lancé dans les PC, en fait, c'est des gens qui faisaient des châssis mécaniques ou du plastique. Ils ont dit le plastique, on en a besoin pour mettre dans les fameuses cartes mères. Et donc les premiers grands groupes, les Asus, les premiers qui ont été créés, en fait, ce sont des émanations de ces grands groupes industriels qui étaient dans le plastique ou dans la mécanique. Petit à petit, ces entreprises se sont mises à intégrer les fameuses puces fabriquées par les copains de TSMC sur leurs cartes. Les entreprises ont commencé à collaborer entre elles, à partager leur savoir-faire et à faire émerger un véritable écosystème 100% taïwanais. Donc cet écosystème s'est créé par affinité industrielle entre les différents acteurs taïwanais. Donc ils se connaissent très très bien. Et ça c'est important pour un écosystème, c'est qu'en fait ils se sont vachement entraînés, ils ont vachement échangé. Quand le semi-conducteur est arrivé, ils ont adhéré évidemment à cette idée de dire on se met tous ensemble et on avance. Résultat, des donneurs d'ordre comme HP, Dell ou Compaq à l'époque sont venus à Taïwan pour faire fabriquer leurs ordinateurs en partant de la puce jusqu'à l'assemblage final.
Aujourd'hui, dans les entreprises taïwanaises, on retrouve des noms comme Foxconn, qui assemble les iPhones et bien d'autres produits pour Apple, Sony ou Microsoft, Gigabyte, spécialiste des composants, Acer et Asus devenus des géants du PC, Mediatek qui conçoit des puces, et n'oublions pas le secteur de l'empaquetage des puces qui permet l'intégration des semi-conducteurs dans les appareils en les impactant sous la forme que l'on connaît tous. Parce que si c'était pas intégré comme ça, on pourrait même pas l'utiliser quoi. L'arrivée massive dans notre vie quotidienne des microprocesseurs, c'est-à-dire de tout petits ordinateurs par la taille. Sans la notoriété de l'industrie des semi-conducteurs, ces entreprises n'auraient sans doute jamais atteint une telle envergure. Et sans cet écosystème, Taïwan n'aurait jamais été aussi indispensable aux yeux du monde. Car aujourd'hui, les puces fabriquées à Taïwan ne sont plus seulement des simples composants technologiques. Ce sont de véritables pièces maîtresses qui font tourner l'économie mondiale. Au-delà de l'aspect économique, l'industrie des puces constitue un véritable bouclier de silicium pour Taïwan. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Taïwan est en réalité l'île sur laquelle s'est réfugié le gouvernement nationaliste chinois après sa défaite face aux communistes. La Chine continentale considère toujours Taïwan comme une province à réunifier et cherche désespérément à prendre le contrôle sur l'île. 两岸同胞一家亲，谁也无法隔断我们的血脉亲情。 谁也不能阻挡祖国统一的历史大势。 Mais le fait que le monde en dépende au niveau des semi-conducteurs et, comme on vient de le voir, au niveau de la tech, dissuade de toute action militaire. Car une telle intervention aurait des conséquences économiques majeures à l'échelle mondiale, y compris pour la Chine elle-même. À titre d'exemple, Foxconn est beaucoup plus gros et a beaucoup plus d'usines en Chine, alors qu'il s'agit d'un groupe taïwanais. Taïwan peut compter sur le soutien des États-Unis, principal allié militaire de l'île, ainsi que sur une alliance avec le Japon et l'Australie, qui considèrent que la stabilité de Taïwan est essentielle à leur sécurité régionale. America and Japan stand firmly together in the face of aggressive and coercive actions by the communist Chinese. Dans ce contexte, Taïwan reste prudent et garde un équilibre entre ses différents partenaires, qu'il s'agisse de la Chine, des États-Unis, du Japon ou encore de l'Europe. Car la stabilité de ses relations extérieures sont à la fois essentielles pour sa prospérité économique, mais aussi sa sécurité et son influence sur la scène internationale. On l'a vu, Taïwan est en bonne posture actuellement. Ils ont le monopole avec une technologie ultra complexe à fabriquer et bénéficient de support de leurs alliés. Et ils reposent sur un équilibre mondial, notamment avec des machines de photolithographie qui viennent des Pays-Bas chez ASML, qui utilisent elles-mêmes des miroirs hyper précis fabriqués en Allemagne chez Zeiss. Les plans des puces sont souvent dessinés aux États-Unis, mais ça reste à Taïwan qu'on les fabrique vraiment, qu'on les recarrosse, etc. Le problème, c'est que si jamais il se passe quelque chose à Taïwan, par exemple une crise avec la Chine, tout le monde serait impacté. Et on l'a vu pendant la pandémie de Covid en 2020, quand la production s'est arrêtée, plein de secteurs se sont retrouvés bloqués, des voitures aux consoles de jeux. La pénurie de puces électroniques fait trembler l'économie mondiale et provoque une bataille numérique entre les grandes puissances. General Motors, victime de la pénurie de puces électroniques, il leur manque des puces électroniques indispensables à un fonctionnement sécuritaire. Du coup, on sent réellement un besoin des grandes puissances de ne plus devoir dépendre autant de Taïwan pour la fabrication de leurs propres puces. Des pays comme les États-Unis, le Japon, la Chine ou l'Europe investissent des milliards pour essayer de fabriquer eux-mêmes ces puces et réduire leur dépendance. Par exemple, les États-Unis sont en train de fabriquer une usine TSMC en Arizona. Under the Biden administration, TSMC received a $6 billion grant. So America gave TSMC 10% of the money to build here. L'Europe a lancé le European Chips Act pour booster la production européenne de semi-conducteurs et lancer la fabrication de leur TSMC européen, ESMC, qui verra bientôt le jour à Dresden, en Allemagne. Since we launched the European Chips Act, it has already attracted commitments of public and private investments in the order of 115 billion euros. Et de leur côté, le Japon et la Chine continuent leur course à la miniaturisation. Mais ce n'est pas si simple. Construire des usines, former les équipes, avoir un accès aux machines de pointe, tout ça prend du temps et ça coûte très cher. Et surtout, comme on l'a dit, Taïwan fonctionne très bien grâce à son écosystème. Si je pense l'Europe, par exemple, vous voulez repartir, il faudrait partir sur vraiment les technologies de demain, mais de demain, de 10 ans, de 20 ans, rebâtir un écosystème derrière. Alors, par exemple, on peut parler de quantum computing. Et ça, par exemple, c'est quelque chose où on peut repartir parce que c'est d'autres savoir-faire, d'autres matériaux. Mais on se demande alors à quoi servent ces nouvelles usines construites par TSMC en dehors de Taïwan. C'est une stratégie d'un acteur qui est TSMC qui cherche à se diversifier.
Donc en fait, pour lui, c'est pas dupliquer ce qu'il fait à Taïwan. S'il met une usine au Japon, aux États-Unis ou en Allemagne, c'est pour aller chercher d'autres marchés, d'autres semi-conducteurs, pas forcément les plus fins. Il va chercher des semi-conducteurs qui sont plus matures, mais qui sont utiles pour l'industrie, pour l'automobile, pour certaines applications qui n'ont pas besoin d'aller chercher cette miniaturisation et cette finesse de gravure. Grâce à son expertise, son écosystème d'entreprises technologiques et la mainmise sur la fabrication des puces à l'international, Taïwan garde la main sur la fabrication des puces les plus avancées, tout en laissant une certaine part de marché sur les puces matures, et s'assure ainsi de garder son avance sur les autres pays pour le futur. On ne sait pas de quoi sera fait le futur. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y aura de plus en plus de puces électroniques et que leur finesse de gravure sera de plus en plus petite. On sait aussi que l'IA prend de plus en plus de place dans nos vies. Et pour la faire tourner, il faudra ces puces ultra haut de gamme, les plus avancées technologiquement, produites à plus de 90% par TSMC. On sent réellement un besoin des grandes puissances de ne plus dépendre autant de Taïwan pour la fabrication de leurs propres puces ou pour atteindre des puces de moins de 28 nanomètres. Mais comme on l'a également vu, atteindre un tel niveau d'expertise demande des décennies de formation, de savoir-faire et d'un écosystème extrêmement solide. Et justement, l'écosystème taïwanais est unique. Les entreprises y avancent ensemble en partenariat, en partageant parfois leurs connaissances. Cette dynamique collective est une partie essentielle de leur force. Il y a donc un avenir pour cet écosystème taïwanais et on continuera d'en dépendre, surtout pour les puces les plus avancées. Mais comme les usages des semi-conducteurs sont très divers et que d'autres entreprises savent faire des puces dites matures, la dépendance à Taïwan diminuera pour ces composants. D'un certain point de vue, qu'on le veuille ou non, Taïwan est devenu tellement indispensable dans notre mode de vie qu'au final, au plus la technologie évoluera, au plus le monde entier sera dépendant de Taïwan. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à lâcher un pouce bleu et on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous!